Ce dimanche 29 juin 2025, Aliou Diouk, statisticien, économiste et spécialiste en gouvernance du secteur public, ancien fonctionnaire de la Banque mondiale, et Amadou Sow, enseignant-chercheur, formateur, FASTEF, Université Cheikh Anta Diop de Dakar. L'air du temps, c'est ce dimanche de 10h à 11h avec Alassane Samba Diop. Dimanche 29 juin 2025, nous sommes avec Amadou Sow, enseignant, chercheur, formateur à FASTEF, UCAD, avec aussi Aliou Diouk, statisticien, économiste spécialiste en gouvernance du secteur public, ancien fonctionnaire de la Banque mondiale département bonne gouvernance. Merci monsieur d'avoir accepté notre invitation. L'actualité de cette semaine, c'est la visite du Premier ministre en Chine. Le Premier ministre est rentré au Sénégal. Quelles sont les retombées économiques et financières qu'on peut attendre de cette visite en Chine, Aliou Diouk? Merci Alassane Samba. Je vous remercie de votre invitation. Je remercie également mon vis-à-vis. La visite du Premier ministre en Chine entre le 22 et le 26 juin a mêlé plusieurs dimensions, il faut le reconnaître. Une dimension diplomatique, surtout avec sa rencontre avec le président Xi et le Premier ministre Li, mais également de la coopération technique, mais ensuite une rencontre avec la diaspora sénégalaise. Du point de vue de la coopération technique, il faut remarquer que le transfert de technologie a bien été au rendez-vous. Et entre la Chine et le Sénégal, le transfert de technologie porte essentiellement sur le partage de savoir, le partage de savoir-faire, mais aussi le transfert de technologies et de solutions numériques. Donc en effet, les gens ne sont pas sans savoir que beaucoup d'infrastructures au Sénégal ont été dans le passé réalisées par la Chine. Et dans les prochains, donc dans l'avenir également, il est prévu des partenariats pour revoir donc certains contrats déjà ficelés, mais également la construction donc de routes interurbaines et d'autoroutes. Sur le plan de l'énergie également, il est prévu une extension donc du réseau électrique et la construction donc de pôles solaires. Donc tout ça entre dans le cadre de la coopération que le Premier ministre a signé avec donc la République chinoise. Mais on peut également souligner d'autres aspects qui sont relatifs à l'accès du Sénégal au marché financier asiatique, parce que là, il est prévu une adhésion du Sénégal à la Banque asiatique, à la Banque de développement asiatique, ce qui permettra au Sénégal, donc dans le cadre de sa coopération financière, de lever des fonds qui lui permettent de financer son déficit, mais également qui lui permettent d'augmenter donc de plus en plus son déficit budgétaire. Il faut également savoir qu'il y a beaucoup de contrats aujourd'hui qu'on a versés dans le cadre de la dette bilatérale et qu'il serait possible de faire un recyclage ou de faire une conversion en partenariat public-privé. Donc beaucoup de coopération, de partenariat et de conventions, donc dont les retombées économiques, sociales, culturelles, donc sont incommensurables. En contrepartie, qu'est-ce que le Sénégal offre à la Chine, à Amadou Sow? Bon, je pense que je vous remercie d'abord pour votre invitation. Je remercie également mon vis-à-vis, M. Diouk. Je pense qu'il faudrait d'abord peut-être revenir un peu sur les raisons de cette visite-là, pour dire que le Premier ministre Ousmane Sonko a été invité quand même par les autorités chinoises, à commencer par le président Xi et le Premier ministre chinois, pour assister à un forum d'été à Davos. Donc, au forum d'été de Davos, donc on va dire que d'abord c'est sur la base d'une invitation, et il a profité aussi de cette invitation-là pour faire un certain nombre de visites de provinces chinoises, pour rencontrer aussi des partenaires financiers et des investisseurs. Peut-être on peut revenir là-dessus de manière beaucoup plus détaillée. Maintenant, le Sénégal aussi, ce qu'il peut offrir à la Chine. Donc nous savons que le Sénégal est un pays quand même attractif, qui est devenu plus attractif. C'était un pays déjà attractif avant
l'exploitation du pétrole, du gaz. Donc le Sénégal était déjà attractif par rapport à sa position déjà géographique. Donc c'est un pays qui est quand même bien situé géographiquement et qui a toujours fait l'objet aussi de convoitises sur le plan stratégique par les puissances de ce monde. Maintenant, nous avons un nouveau régime qui est basé sur la souveraineté, la recherche de la souveraineté. Ce qui fait qu'il faut évidemment redéfinir le système de partenariat. Il faut aussi revoir aussi nos rapports avec le reste du monde. Ce qui fait que il faut peut-être revoir aussi notre façon même de commercer, donc sur le plan économique, donc sur le plan de l'exploitation de nos ressources aussi. Donc on a beaucoup parlé des contrats à renégocier, etc. Donc on a aussi beaucoup parlé des réformes sur le plan de la gestion des ressources, etc. Donc il faut aussi trouver de nouveaux partenaires. Et je pense que il y a le partenariat déjà entre pays africains, parce qu'on a vu qu'on a commencé par des voyages en Afrique, dans la sous-région, etc. et dans les pays africains comme la Côte d'Ivoire, la Guinée, les deux Guinées, jusqu'au Sierra Leone. Et après maintenant, c'est le voyage en Chine qui a suivi. Évidemment, les Chinois aussi sont intéressés par le marché sénégalais parce que le Premier ministre a discuté avec les autorités chinoises sur les opportunités d'investissement au Sénégal, mais aussi sur les facilités qu'ils peuvent avoir aussi en investissant au Sénégal par rapport à d'autres pays peut-être qui n'ont pas ces types d'accords avec le Sénégal. On sait que le Sénégal a du mal à nourrir son pays. On parle souvent de suffisance alimentaire, de sécurité alimentaire des fois. Le pays a des vastes terres qui peuvent nourrir ses populations. Ça, c'est l'un des talons d'Achille du pays. Est-ce que l'accent doit être mis, à votre avis, sur justement l'investissement dans l'agriculture? Mais merci Alsan. Avant de répondre à cette question, permets-moi de revenir un peu sur la contrepartie dont vous venez de faire allusion. Vous savez, traditionnellement, la Chine, la façon dont elle opère avec les pays africains, surtout qui regorgent de ressources naturelles, c'est la Chine vous fait des investissements et en contrepartie, donc, vous lui faites des avantages sur l'exploitation des ressources naturelles. Et en général, donc, le problème qui est soulevé, c'est qu'ils ne font pas fi donc, des aspects de développement durable comme la préservation de l'environnement. Donc, dans ce cas-ci, nous remarquons que les nouvelles autorités, quand même, dans les différents types de conventions ou d'accords, parce que c'est différent, qu'ils ont signé, soit avec le gouvernement chinois, soit avec les entreprises privées chinoises, ne portent pas sur des investissements corrélés à une contrepartie que le gouvernement sénégalais doit les donner. Mais la contrepartie ou l'avantage des Chinois est intrinsèque même au contrat. Donc je m'explique. Par exemple, pour ce qui concerne la construction, donc la connexion des routes interurbaines et des autoroutes, vous n'êtes pas sans savoir que le Sénégal a entré dans l'ère de ce que l'on appelle les sociétés projets dans les contrats de partenariat de public-privé. Donc c'est intrinsèquement au cours ou pendant l'exploitation d'un tel contrat que la Chine, que ce soit le gouvernement ou les entreprises, vont tirer donc du profit. Mais ce n'est plus le schéma classique où on leur donne par exemple beaucoup de terres d'un côté. Si vous allez par exemple... Mais pour le moment, on n'a pas encore vu les détails des contrats. Oui, mais quand même... Il faudrait voir pour exactement examiner en profondeur c'est quoi la contrepartie. Effectivement, mais on sait déjà... Ça, c'est le travail de l'Assemblée nationale. Voilà les contrats qu'on a signés, voilà ce qu'il y a en contrepartie. Oui, mais quand même, on sait déjà, en tout cas d'après le discours du Premier ministre, que tout avantage, parce qu'il a dit contrat gagnant-gagnant. Donc le gagnant-gagnant, cela veut dire que tous les profits sont tirés directement de l'exploitation du projet même qui fait l'objet de contrats entre les deux pays. Donc pour le moment... Quand on verra les contrats, on le dira. C'est ça. Par rapport à l'agriculture aujourd'hui, est-ce que c'est l'un des points nodaux de cette coopération?
l'agriculture en fait partie. Mais les aspects les plus importants, je pense bien que c'est l'interconnexion entre, donc pour ce qui concerne les infrastructures routières et autoroutières, mais également la construction donc de parcs électriques, donc pour résorber le problème donc d'énergie. C'est essentiellement ça. Mais le problème de l'agriculture, c'est-à-dire les terres sénégalaises, les gens ont tendance à penser que c'est une impression qu'aujourd'hui au Sénégal, les terres donc arables les superficies sont nombreuses, mais il faut se tromper. Aujourd'hui au Sénégal, donc, les populations n'ont plus assez de terres dans leur localité pour donc exploiter les quantités d'intrants qu'ils ont. C'est peut-être dans certaines localités comme la région du Sédhiou peut-être où il y a encore des poches. Mais quand tu vas au niveau de la région du fleuve Sénégal et dans le centre-ouest, les terres sont presque épuisées. Mais avec la Chine, ce qui est important... 240 000 hectares. Non, mais ce qui est important dans une coopération avec la Chine ou avec le Brésil, c'est qu'eux, ils ont déjà expérimenté l'agriculture intensive. Même si les terres ne sont pas donc, à grande échelle abondantes dans le pays, il est possible aujourd'hui, avec des poches, donc, de pratiquer une agriculture intensive. Ouais. Est-ce que l'agriculture peut être un point important? Parce que quand on parle de terre aussi, ce n'est pas seulement les terres du Wallo, il y a les Djeri. Quand vous allez dans le Fouta, c'est des vastes plaines à perte de vue. Il y a beaucoup de terres qu'on doit exploiter pour nourrir le pays. Un pays qui compte à importer 1070 milliards de francs CFA en produits alimentaires, c'est quand même important. Oui, bon, si on prend l'exemple du programme bon, de l'agenda national de transformation, évidemment que on parle de 4 axes. Le premier axe qui est basé sur l'industrialisation, sur l'économie. Il y a évidemment une chaîne de valeur et l'exploitation qui fait que le but, c'est d'aboutir à l'industrialisation du Sénégal. Mais évidemment, en passant essentiellement par l'agriculture. Donc, nous savons aussi que la Chine s'est développée aussi sur la base de l'agriculture. Avec sa révolution verte. Oui, voilà. Maintenant, nous savons aussi que notre point fort, en tout cas au niveau du Sénégal, c'est l'agriculture. Il y a eu beaucoup de programmes qui sont passés. Bien qu'il y a des réussites, il y a aussi parfois des échecs, etc. Il y a des difficultés aussi au niveau des terres, même si par ailleurs, comme il l'a dit, on pense que peut-être certains penseraient que les terres on a beaucoup de terres, etc. Et que aussi peut-être qu'on peut se dire qu'on ne peut se développer que lorsqu'il y a des terres. Alors que on peut évidemment aujourd'hui avec l'agriculture moderne, avec juste un petit espace, un petit lopin, on peut exploiter beaucoup plus que quelqu'un qui a de vastes étendues avec la modernisation de l'agriculture. Donc je pense que ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est comment exploiter ce que nous avons et comment bien exploiter ce que nous avons. Je pense que c'est ça. L'enjeu se trouve à ce niveau. Parce que même si on parle de terre, de Djeri, de Wallo, etc., on sait qu'il y a toujours des difficultés, même sur le plan sociologique, etc., pour avoir même ces terres-là. Même l'État a parfois des problèmes, même si c'est pour des besoins même essentiel pour l'État, etc. Il y a des difficultés même pour que ces terres-là soient à la disposition de l'État. A fortiori maintenant, si on voit des étrangers, entre guillemets, qui exploitent, donc même si c'est dans l'intérêt des populations, parfois souvent ça crée des problèmes. On a connu ici l'histoire des terres de Mbane, etc. Donc c'est pour dire simplement que au-delà de ces problèmes-là, même si on a quelques portions de terre, il faudrait voir comment mieux les exploiter. Et je pense que c'est à ce niveau qu'on peut saluer la pertinence de certains accords ou de certains projets d'accords au cours de ce voyage du Premier ministre. Donc notamment avec le numérique, par exemple, l'utilisation du numérique
pour accompagner les agriculteurs. On a vu récemment qu'il y a un programme qu'on est en train d'essayer avec le secrétaire d'État Alpha Ba, donc à Tivaouane, pour que les paysans puissent utiliser, les agriculteurs puissent utiliser le numérique pour avoir l'information déjà, par exemple. Donc, parce qu'il faut former, parce que pour les former aussi, on peut utiliser le numérique. Donc, c'est pour dire que les Chinois, ils sont très en avance par rapport à la technologie dans le domaine de l'agriculture. Et donc, si vous voyez la visite du Premier ministre, évidemment, il y a une bonne partie qui est basée sur la technologie, etc. Même dans le domaine du transport, par exemple, les accords qui ont été signés là-bas. Il y a évidemment déjà il y a l'usine d'assemblage, projet d'usine d'assemblage au niveau du Sénégal. Il y a aussi par exemple le changement du parc automobile, par exemple les bus, projet de 40 000 bus qui vont être changés en bus à gaz, électrique et à gaz par exemple. Donc tout cela, et puis il a visité aussi Alibaba, on sait que c'est dans le domaine de la technologie, ils sont très avancés. Et donc je pense que la modernisation de l'agriculture est un aspect très important de cette visite-là. Et le Premier ministre, il a dit qu'on verra les retombées parce qu'il y a quand même des points stratégiques. Donc c'est pourquoi il n'a pas tout dit aussi. Donc, et je pense qu'on verra, il y a d'autres aspects, mais on sait aussi quand même que la technologie, elle est très importante et que si on veut maintenant le premier axe de l'agenda national de transformation qui est basé sur l'économie, sur l'industrialisation, et donc l'agriculture en fait partie parce que c'est l'agriculture qui va mener vers l'industrialisation. En tout cas, c'est un des aspects qui va nous conduire vers l'industrialisation. Et pour atteindre cette industrialisation, il faudra passer par la modernisation de l'agriculture. Et je pense qu'on a parlé aussi de transfert de technologie, ce qui fait que les Chinois, donc même s'ils viennent ici, ils vont au fur et à mesure nous enseigner, parce que cela fera partie des contrats. Donc quand les Sénégalais vont travailler, il faudrait aussi qu'ils apprennent aussi cette technologie-là que les Chinois, ou ces connaissances que les Chinois. Il y a des accords aussi pour les universités aussi, les laboratoires, etc. Donc tout cela fait partie des avantages aussi de cette visite-là. La loi de finances éducatives a été votée ce week-end. Quelle lecture peut-on faire de cette loi? Il y a une polémique sur la loi où certains disent que le gouvernement, en moins d'1 an, s'est endetté de façon exponentielle. Les gens parlent de plus de 10 000 milliards, plus que les 5 ans. Le ministre de l'économie et des finances qui était devant l'Assemblée nationale a dit non. La dette, on a hérité d'une dette de l'ancien régime. Il y a une polémique autour de la dette. Ok, merci Alsan. La loi de finances rectificative ces dernières années intéresse l'ensemble des populations sénégalaises. Mais la population a raison de s'intéresser parce que c'est le budget qui est l'instrument d'intervention qui permet à l'État donc d'atteindre les objectifs qu'il s'est fixés, surtout à travers l'agenda de transformation donc économique du Sénégal. Vous savez, une loi de finances, elle est élaborée sur la base d'hypothèses. Et lorsque ces hypothèses changent, il faudrait bien évidemment que la loi de finances elle-même change. C'est dans ce cas que l'on parle de loi de finances rectificative. Donc, elle s'opère, la loi de finances rectificative, lorsqu'il y a des ressources nouvelles ou lorsqu'on remarque des plus-values ou des moins-values donc dans les lignes de recettes ou de dépenses. Alors, ce qui est arrivé, c'est que au cours du premier trimestre de l'année 2025, les nouvelles autorités se sont rendues compte qu'il y a des moins-values à hauteur de 160 milliards. Donc 160 milliards de recettes qu'on n'aura pas recouvrées donc, tout au long de l'année. Il faut donc revoir les prévisions de dépenses dans ce cas. Donc voilà une des raisons pour lesquelles on a fait la loi de finances rectificative. Mais autre chose également,
c'est qu'à la suite de l'audit sur la gestion des finances publiques, il s'est révélé que la dette du Sénégal n'était plus à 83%, mais à 100%. Et il fallait prendre en compte donc cette considération-là dans l'amortissement de la dette. Donc voilà les deux aspects phares de la loi de finances. C'est pourquoi, donc au niveau du besoin de financement, on est passé de 4 000 milliards à 5 700 milliards. Parce qu'on a augmenté le déficit budgétaire de moins de 100 millions. Mais c'est le refinancement de la dette, c'est-à-dire le stock de la dette qui a augmenté. C'est pourquoi, au lieu d'amortir 1973, on est obligé donc d'amortir 4 400 milliards. Donc ça, ce sont les points forts de la loi de finances rectificative. Mais la loi vise des objectifs de développement économique quand même qu'il ne faut pas taire. Par exemple, l'internalisation de l'agenda de transformation, prendre en compte les programmes qui sont consignés donc, dans la stratégie nationale Vision 2050, sinon le plan d'action prioritaire 2025-2009. Aussi faire, donc, mettre en œuvre le plan de relance économique. Et pour plan de relance économique, vous n'êtes pas sans savoir que le gouvernement a décidé, donc à partir de la loi de finances rectificative, donc de payer, d'apurer une bonne partie donc de la dette fournisseur, donc qui s'élève à 500 milliards. Donc des aspects extrêmement importants aujourd'hui, donc qui devraient normalement faire l'objet de loi de finances rectificative. Le paiement de l'aide intérieure est très attendu par les investisseurs sénégalais, par le marché local, surtout par les BTB qui sont bloqués depuis lors, qui n'arrivent plus à travailler, les chantiers sont à l'arrêt. Le BTB a toujours dit qu'ils ont besoin de cet argent pour payer les salaires, pour relancer l'économie. Oui, bon, comme je l'ai dit, hein, parce que nous, on a quand même voté, en fait, les Sénégalais ont voté pour un changement, une rupture très, très, très importante. Pas comme on le faisait avant ou on l'a connu auparavant. Parce que les nouvelles autorités, quand même, avant d'arriver au pouvoir, ils ont tenu un discours quand même très clair en disant que depuis 1960 jusqu'à nos jours, pratiquement, on voit que ce sont les mêmes pratiques qui se répètent malgré les alternances qu'on a connues. Et donc, il faudrait une rupture radicale même. Ce qui fait que après, après l'élection du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, il s'est attaqué à un certain nombre de problèmes que les Sénégalais ont connus et que les Sénégalais ont décriés bien avant leur accession au pouvoir, notamment la gestion du foncier. Vous savez que, par exemple, l'un de ses premiers déplacements, c'est d'aller à Mbourkat et d'ailleurs même décider même de suspendre les chantiers. Et nous avons vu qu'il y a eu une suite même judiciaire, etc., un certain nombre de dossiers. Donc il y a eu d'autres chantiers qui ont été arrêtés, mais aussi certains aussi ont repris aussi. Mais donc c'est pour dire que évidemment il faudrait, donc l'objectif c'est pas de bloquer le pays, etc. Parce que même le Premier ministre il l'a dit, hein, il a dit que il faut réajuster, mais sans pour autant en arriver à l'austérité, à la politique d'austérité. C'est ce qui fait que... Mais depuis 16 mois, c'est comme si le pays vivait dans l'austérité. Hein? L'argent ne circule pas. Bon, le BTP n'a pas d'argent, les chantiers sont à l'arrêt. La petite maman qui vendait du tchéboudjien à côté ne vend plus. Bon, moi, c'est une réalité concrète. Je ne le vois pas ainsi, mais je vous sais... voyez comment? Oui, non, il y a des secteurs qui ont des difficultés, qui ont plus de difficultés. Le BTP est pourvoyeur d'emploi. Oui, dans une certaine mesure. Hein, dans une certaine mesure, il y a ce secteur-là, comme je l'ai dit, parce que c'est un secteur quand même où il y avait beaucoup de problèmes. Donc, il faut prendre des mesures pour que ce secteur-là puisse être assaini, en fait. Je pense que c'est par rapport à ce niveau. Ce n'est pas pour arrêter, pour bloquer, etc. Il y a des secteurs qui ont plus de difficultés, notamment, par exemple, dans le secteur de la presse. Mais ce n'est pas forcément parce qu'on a
arrêté ou qu'on a suspendu, mais c'est peut-être aussi, il y a peut-être que c'est d'autres réalités, mais que ça c'est, des décisions peut-être peuvent influer. Mais maintenant, si on dit que certains ne vendent plus de tiaf ou que les restaurants, je pense qu'il faudrait mesurer clairement, est-ce qu'on a des instruments de mesure aussi? Parce que pour moi... Il y a l'ANSD qui a fait les chiffres. L'Agence nationale de statistiques démographiques a fait les chiffres, a même montré qu'il y a eu une chute dans le BTP au Sénégal. Oui, non, de 9%. C'est pourquoi j'ai reconnu qu'il y a des secteurs qui ont des difficultés. Mais le secteur, par exemple, informel, là, l'exemple que vous avez donné là, comme les vendeurs, etc. et tout, je pense que ce secteur-là, comment on peut mesurer qu'ils sont dans des difficultés, en fait? C'est-à-dire, comment on peut mesurer cela sans pour autant faire des études exhaustives? Donc, on sait que, par exemple, aujourd'hui, les salaires sont payés à temps, par exemple. Les salaires. Oui, non. Vous avez besoin de mesurer une dame qui était dans le quartier, qui vendait son tchéboudjine, qui dépendait de le chantier, qui ne vend plus. Ça ne va pas mesurer, c'est concret, c'est visible. Moi, je n'ai pas constaté cela, moi, personnellement. En fait, oui, c'est pour dire que je n'ai pas constaté, par exemple, les banques fonctionnent, on peut faire des prêts, etc. Tout cela, on n'a pas vu quand même quelque chose. Parce que pareil, quand il y a une crise, cela se manifeste. Cela, parce que les populations, quand les gens sont en crise, forcément, ils le manifestent. Oui. Vous ne la ressentez pas, la crise? Non, je n'ai pas dit que je ne ressens pas. Ce n'est pas une question de personne. Non, je veux dire observer. Quand tu observes la crise, elle se manifeste de plusieurs façons. Soit les gens, ils sortent pour réclamer quelque chose, ils sortent pour manifester, pour réclamer quelque chose. Il faut qu'il y ait une manifestation. Ou bien qu'il y ait des grèves au niveau des syndicats. Par exemple, des grèves très, très, très sérieuses, générales. Oui, c'est comme ça qu'on peut mesurer quand même. Parce qu'une crise, quand même, il faut des manifestations. C'est-à-dire, il faut des études, mais au niveau social aussi, il faut qu'il y ait des manifestations. Par exemple, on peut déclarer qu'il y a une famine, par exemple, quelque part au Sénégal. Est-ce qu'actuellement, on a déclaré qu'il y a une famine quelque part au Sénégal? Est-ce qu'il y a une pénurie des denrées, par exemple? Est-ce que les prix ont flambé, par exemple? Donc, je pense qu'il faut des instruments concrets quand même de mesure. Même si on n'a pas des études, il y a quand même des instruments sur le plan sociologique qui peuvent être des instruments de mesure. Monsieur Diouk, vous ne ressentez pas la crise? Effectivement, Alsan, c'est vrai que dans les mesures des situations économiques, il y a les mesures quantitatives, il y a les mesures qualitatives, et parmi les mesures qualitatives, il y a la perception. Et en tout cas, à entendre certains, on dirait qu'aujourd'hui, une certaine perception considère que la situation du pays est difficile, mais il faut relativiser. Parce que si nous considérons, par exemple, la gestion des finances publiques, si nous comparons les crédits, en tout cas pour le premier trimestre, qui ont été ordonnancés, la question qu'il faut se demander, c'est est-ce que tous les crédits ordonnancés ont été effectivement payés? S'il y a un écart, on peut dire que le Sénégal est en difficulté de paiement et que la dette fournisseur, pas intérieure quoi, mais la dette donc due aux opérateurs économiques, les opérateurs économiques n'ont pas pu donc percevoir leur paiement et c'est eux qui doivent payer les salaires, c'est eux qui doivent acheter les biens et services. Donc de ce point de vue, on est d'accord, mais il n'y a pas eu cet écart-là. Donc on a dit au Sénégal que l'ensemble des crédits qui ont été ordonnancés ont été effectivement payés, sauf pour des secteurs comme le logement. Le problème du logement, donc ça rejoint le problème que vous soulevez tout à l'heure, le problème du BTP. Le BTP a rencontré plusieurs problèmes, parmi lesquels donc l'audit que le gouvernement avait décidé de faire dès son accession au pouvoir pour voir un peu en Bourkat, dans le littoral central, ce qui s'est passé. Cela a retardé quand même les travaux. Mais une deuxième chose aussi, c'est que les décomptes qui devraient être payés depuis 2023-2024, ce que l'on considère aujourd'hui comme des arriérés, n'avaient pas encore été épongés. Mais heureusement que le gouvernement a décidé, à partir de la loi de finances rectificative, d'accorder 500
1,9 milliard donc à tous les opérateurs économiques. Mais il se trouve également que vous savez bien, l'investissement au niveau de l'État est réalisé aussi bien par l'État central que par les organismes publics. Et la plupart de la dette des fournisseurs, la plupart de la dette fiscale et de la dette sociale, donc c'est les débiteurs, ce sont les organismes publics, comme le Société nationale surtout. Donc il est temps aussi que l'État pense soit à faire un système de compensation, parce que les organismes publics, parfois, c'est eux qui doivent aux opérateurs, mais parfois aussi c'est l'État qui les doit. C'est le cas par exemple des structures où l'État donne des subventions, comme Dakar DMD, comme BRT, comme Sénélec, etc. Mais heureusement qu'à travers donc, la loi de finances rectificative, des mesures sont prises donc, pour régler tous ces différents problèmes. Mais les rapports trimestriels d'exécution budgétaire de 4e trimestre 2024 et du premier trimestre 2025 ont montré qu'il n'y a pas d'investissement. Que les crédits qu'on a pris aussi au Sénégal, c'est pour payer des salaires et des fonctionnements. Non, ça, les investissements ont chuté. Non, ça c'est une interprétation pour ne pas dire une manipulation. Ah bon? Mais à la lecture objective du rapport, on se rend compte que les investissements réalisés au premier trimestre s'élèvent à 288,57 milliards. Investis où? Non, investis dans presque tous les secteurs, mais principalement dans les secteurs que l'on appelle affaires économiques, c'est-à-dire les secteurs de l'agriculture, de l'élevage, de l'assainissement hydraulique et des infrastructures. Donc dans le rapport même, il est effectivement spécifié que l'ensemble des investissements sont allés principalement donc, dans les affaires économiques. Donc ça quand même, il ne faut pas le perdre de vue. Mais il se trouve que l'investissement est subdivisé en deux catégories. L'investissement réalisé par les organismes publics, c'est-à-dire par les agences d'exécution, et l'investissement réalisé par l'État. Donc l'investissement réalisé par l'État, c'est ce que l'on réalise dans les cabinets des ministres. Bon, parfois on met en place des unités de gestion de projet. Effectivement, cette partie de l'investissement est faible, mais l'investissement globalement donc, a atteint 14% donc, de son taux d'exécution. Ça, quand même, c'est extrêmement important et il ne faut pas le perdre de vue. Pour ce qui concerne maintenant les dépenses ordinaires, vous savez, les dépenses ordinaires sont extrêmement importantes, contrairement donc, à une certaine interprétation que les gens font. Par exemple, les dépenses en biens et services, bien que celles-ci ont diminué de 46 milliards, ça a diminué, ça n'a pas augmenté. Mais les biens et services, c'est des occasions pour l'administration de donner des marchés aux opérateurs économiques pour la fourniture de biens et de services. Donc vous voyez bien que aussi, c'est un instrument qui permet de relancer l'économie. Pour les salaires également, c'est la même chose. Vous savez, le principe de régulation budgétaire signifie qu'on devrait consommer 25% des salaires au premier trimestre, ce qui équivaut à 371 milliards. Mais aujourd'hui, au premier trimestre, on a seulement payé 357. Ce qui veut dire que donc, pour ceux qui pensent que les salaires sont faramineux au Sénégal, ce n'est pas le cas. Et puis, il faut prier pour que l'État puisse avoir suffisamment de ressources et augmenter le nombre de salariés. Si on sait que le Sénégal est un pays où le secteur privé n'est pas tellement fort, donc pour offrir beaucoup d'emplois. Et puis le salaire aussi est un instrument de relance économique. Si on sait que c'est le salaire qui permet de faire de la consommation et de l'épargne. Donc de ce point de vue-là, il ne faudrait pas considérer que donc, ce sont des choses qui donnent simplement de la prestige. Non. Peut-être là où il est important d'attirer l'attention, c'est la mobilisation des ressources externes quand même. Donc cette mobilisation n'a pas été tout à fait au rendez-vous au cours du premier trimestre. Et ça, c'est dû à deux choses, au fait qu'il y a des secteurs où on avait libéré des crédits, mais ceux-ci n'avaient pas eu le temps de les exécuter. Ça, c'est arrivé, par exemple, pour certains ministères, comme le ministère de la décentralisation, urbanisme et autres. On leur avait libéré les crédits, mais ils n'avaient pas pu donc, exécuter. Et cela, dans le rapport, est expliqué par le fait donc, de lourdeur administrative dans la passation. Donc, mais il y a aussi une différence avec les FMI qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'accord avec les FMI. Que les autres bailleurs extérieurs ne mettent pas d'argent tant que les FMI n'a pas de programme. Non, Alsan. Non, ça, quand même, j'entends la plupart des observateurs le dire. Mais le plan d'endettement du Sénégal est déjà fait. C'est-à-dire ce que le Sénégal doit emprunter auprès de différents partenaires, ça a été déjà spécifié dans la loi de finances initiale. Et que tous ces partenaires-là ont commencé les décaissements. Ce qu'on doit trouver sur le marché domestique, à travers donc, les obligations, on a commencé. Le financement de prêts, donc le financement de programmes d'investissement, par exemple, avec la coopération bilatérale et la coopération multilatérale, cela également a démarré. Peut-être on peut dire que c'est un démarrage timide au cours du premier trimestre, mais c'est le cas très souvent, hein, même au cours des premiers trimestres des années précédentes. Le premier trimestre, c'est le trimestre des préalables. On met en place les procédures administratives, même au niveau des organismes qui appuient le Sénégal, c'est la même chose.
donc en début d'année. Mais le FMI, l'absence du FMI, c'est déplorable. On aurait souhaité travailler avec cette organisation internationale, mais son absence n'a pas causé de problème. Eux, ils sont dans la surveillance multilatérale, regardant par rapport donc au respect de certaines règles de fonctionnement. C'est peut-être là où il est intéressant d'avoir le FMI. Mais pour ce qui concerne son décaissement de 1000 milliards pour 5 ans, ce qui équivaut à 200 milliards par année, ça, ce n'est pas quand même de l'argent très difficile à trouver, même ailleurs, même avec des taux plus ou moins. C'est pourquoi il est envisagé, même à partir de cette année, de faire deux choses pour réduire la dette. C'est de faire un recyclage de dette, soit par la garantie ou par le rachat. On peut racheter la dette ou garantir la dette, donc ce qui va diminuer le stock de la dette, parce qu'elle est aujourd'hui de 18 000 milliards. Mais également, on peut faire de la reconversion de dette. Par exemple, avec la Chine, on peut reconvertir une partie de la dette, on peut la sortir du stock de la dette et le convertir, par exemple, en partenariat public-privé. Donc, dans ce cas d'espèce, la dette va diminuer et cela permettra donc à l'État d'augmenter son déficit budgétaire pour être dans une politique budgétaire expansionniste. La lecture budgétaire qu'on le fait, ce qui est clair, c'est que les bourses familiales, qui étaient des vecteurs importants, leviers pour les familles vulnérables, est toujours bloquée jusqu'à présent. Les familles, toujours dans les radios, parlent de cette histoire de ne pas avoir accès aux bourses familiales qui permettaient à leurs enfants d'aller à l'école, de gérer certaines contradictions. Moi, je pense que un régime, ce régime-là ne peut pas être un régime qui va diminuer ces avantages destinés aux couches vulnérables. Je ne pense pas. Donc, je crois en réalité, depuis que 16 mois, il n'y a pas de bourse familiale. Ils ne sont pas payés. Moi, je peux dire que je garantis que ce ne sera pas le cas. C'est-à-dire que oui, c'est-à-dire que c'est juste que quand on arrive, je pense qu'il y a des parce que ce sont des deniers publics, etc. Donc, je pense qu'il faut juste assainir. Hein. Je pense qu'ils sont dans cette logique-là d'assainissement. Donc, il y a quand même des familles qui sont dans la précarité, dans la pauvreté, parce qu'il y a toujours l'urgence de soigner forcément les enfants qui sont malades le soir. Est-ce qu'ils peuvent attendre 16 mois comme ça? Je pose la question. Oui, moi j'ai pas. En fait, les bourses avant les bourses, les gens arrivaient quand même à. Ils faisaient des choses quand même. Maintenant, parce que les gens, c'est parce qu'il y a des enquêtes qui ont été faites, qu'on a rendu compte qu'il y a des gens qui sont pauvres, qui n'en peuvent pas, qu'on a mis en place des bourses. Non, moi ce que je veux dire simplement, c'est que quand on gère un pays, un État, quand on vient d'arriver, donc forcément il y a des inconvénients, il y aura des difficultés pour certains. Il y aura des difficultés pour certains. Il y a comme le discernement, il y a un peu de discernement qu'il faut faire. On ne peut pas tout mettre à la poubelle. Non, c'est pas tout qui a été mis. Non, tout n'est pas juste. Les bourses familiales, c'est très important pour les familles qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont à Sinthiou-Bambé, qui sont à Fongolembe, qui sont à Saraya, qui sont à Ndiombato. Non, moi je dis simplement que ce qui est le credo de ce régime-là en venant, donc c'est un régime déjà qui est basé sur l'équité. Parce que quand on parle de justice, on parle d'équité, hein, on parle de transparence. Donc je crois que ces concepts-là ont quand même un sens. Maintenant, si sur cette base, on ne peut pas dire que on a suspendu des avantages destinés à des couches vulnérables. Donc, je pense qu'on ne peut pas le présenter de cette façon-là. On le présente comment? Je préfère parler de réajustement d'études pour essayer de voir comment améliorer ce qui est fait et en respectant aussi les règles de procédure pour que ça soit beaucoup plus bénéfique, mais que ça respecte aussi un certain nombre de procédures pour qu'il y ait plus d'organisation et de visibilité. Moi, c'est la lecture. En attendant, les urgences, vous les gérez comment? Les urgences sont en train d'être gérées. Oui, parce qu'il y a des mécanismes de soutien qui sont là. Il y a des projets qui sont là, il y a des programmes qui sont là, il y a des structures qui sont là pour cela. Il y a des structures qui fonctionnent. Et ces structures-là, c'est pour cela. Mais le gouvernement peut avoir une autre option, beaucoup plus
efficaces, beaucoup plus performantes que ces bourses-là. Le gouvernement peut avoir un autre système. Mais moi, je dis simplement que, effectivement, ce gouvernement-là, il est basé, ce régime en tout cas, il a été élu pour avoir véhiculé un message, et ce message-là, c'est que tout le monde puisse avoir accès de manière équitable aux ressources de ce pays-là. Donc, je ne pense pas qu'un tel régime puisse être là à enlever ce qui a été donné à des couches vulnérables. Moi, je pense simplement que le but, c'est d'améliorer. Peut-être ils peuvent venir avec un autre système beaucoup plus performant, beaucoup plus bénéfique pour les populations. Moi, c'est comme cela que je la liberté d'expression et de presse au Sénégal. Les ONG commencent à s'inquiéter en disant qu'il y a beaucoup de convocations. Mais avant ça, quand même, je voulais juste c'est-à-dire la question que vous posez entre dans le cadre de la politique de protection sociale du Sénégal. Il s'est avéré qu'il y a donc des problèmes dans le ciblage donc des politiques sociales. Donc le ciblage par exemple de ces transferts dont vous parlez, les bourses de sécurité familiale. Il y a également d'autres programmes de protection comme les logements et autres. Donc je pense que c'est un ensemble, c'est un package qui, mis en œuvre quand même, permettra donc de réduire les souffrances des Sénégalais. Pour la liberté d'expression, il faut savoir que le Sénégal est vu à travers le monde comme un pays de démocratie et de liberté d'expression. Et que même si dans le passé nous avons vu une restriction de ces libertés, cela n'avait pas terni globalement l'image du Sénégal en matière de démocratie et de liberté d'expression. C'est le cas toujours, nous sommes dans la même situation. C'est-à-dire aujourd'hui, le fait d'avoir emprisonné un opposant ou deux, le fait d'avoir fait un mandat de dépôt pour un journaliste ou deux, n'entache pas pour le moment la liberté d'expression du Sénégal. Mais on peut quand même suggérer au gouvernement d'être plus regardant donc dans les mandats systématiques donc relatifs aux délits d'opinion, donc aux délits par voie de presse. Moi je pense bien que ça quand même, si les autorités en tout cas ont cette ambition-là, ces objectifs d'augmenter ou d'élever encore le niveau de liberté d'expression au Sénégal, il faudrait que certaines dispositions, même on a parlé de l'article 80, l'article 254, que les autorités donc dans le cadre de consultations larges avec donc les forces vives de la nation essaient de voir comment supprimer ou en tout cas encadrer donc ces dispositions pour que l'expression démocratique donc puisse s'exprimer de la des articles que les autorités dénonçaient quand elles étaient dans l'opposition. L'article 80 était dénoncé, 254 était dénoncé. Et les assises de la justice pour justement améliorer, créer les juges de liberté. Jusqu'à présent, ça ne bouge pas. Oui, jusqu'à présent, ça ne bouge pas, mais quand même, prions et continuons à suggérer aux autorités donc d'aller dans ce sens. En tout cas, moi, personnellement, je suis pour une suppression ou en tout cas une révision de ces dispositions pour permettre l'épanouissement intellectuel. Parce que l'épanouissement intellectuel, tout le risque, c'est les dérives dans la parole. Et ces dérives-là, quand même, il faudrait que les gens soient beaucoup plus souples et comprendre que tout ce qui parle aujourd'hui, ce n'est pas juste pour jeter l'anathème sur des autorités, mais c'est pour que les gens soient au courant des difficultés des Sénégalais et puissent y apporter des solutions. Amadou Sow, par rapport à la liberté d'expression de presse au Sénégal aujourd'hui? Oui, bon, en fait, je vais ajouter aussi dans l'assiette de la politique, des politiques destinées aux couches vulnérables. Par exemple, il y a un des accords qui porte sur des logements sociaux, des accords du Premier ministre en Chine, qui porte sur des logements sociaux. La réduction de certains prix aussi en fait partie aussi également. Bon, maintenant, par rapport aux libertés, moi je dis simplement que quand même le Sénégal est un pays de liberté. Un pays de liberté. Déjà, même au niveau du régime, je prends, quand je dis régime, peut-être de PASTEF et de ses alliés, il y a un débat démocratique interne. Débat démocratique interne, il y a des contradictions internes. Par exemple, si il y a un acte qui est posé par le régime, le débat, c'est au sein même de la mouvance, au sein même du parti même PASTEF déjà, et même de la mouvance. Je prends l'exemple du débat sur l'achat des véhicules à l'Assemblée nationale. Mais ce débat, il est interne. Ce sont des gens, des militants
de première heure même, hein, qui ont des positions différentes, tranchées. Dans la réalité des faits, oui, c'est par rapport des influenceurs, des journalistes sont mis en prison parce qu'ils ont dit des choses qui n'ont pas plu. Oui, par rapport à... C'est concret. Par rapport... C'est la réalité concrète. Non. En fait, c'est pour dire que il y a aussi la liberté, il y a la responsabilité, il y a les lois aussi. Parce que le procureur ou en tout cas ceux qui appliquent la loi, eux aussi, ils font leur travail. C'est dans le cadre de leur travail. Il y a des assises nationales. Oui, non, je veux dire que... Non, en fait, ce que de liberté entre autres. Oui, non, ce que je veux dire, ces réformes-là, tant qu'on ne les a pas appliquées, ceux qui sont chargés d'exécuter, ceux qui sont chargés de gérer la justice au Sénégal, ils appliquent les textes. Mais à quoi cette réforme si elles ne sont pas appliquées alors? Mais non, je veux dire qu'on ne peut pas appliquer des textes qui ne sont... Moi, je parle aux professionnels de la justice. Je parle d'eux. C'est-à-dire, eux, ils ont un travail, ils ont une formation, ils ont des lois qui sont là. Donc, ils vont appliquer les lois qui sont là. Tant que ces lois-là, tant que ces textes-là ne vont pas changer. Maintenant, ce qu'il faut dire peut-être, il faut aller vers le changement. On peut dire maintenant, il faut faire des réformes. On peut proposer des réformes. C'est là, on te décrit dans l'opposition qui gère le pays aujourd'hui. En fait, c'est pas... Non. 250 ans en disant, écoutez, non, je ne suis pas en train... On va changer les choses. Non, c'est là que le Sénégal vous attend. Non, moi, je préfère parler comme un professionnel. C'est-à-dire, quand on me donne un programme, je suis enseignant, on me donne un programme, on me dit qu'il y a un programme qu'on veut, qu'on souhaite, mais tant que ce programme-là n'est pas appliqué, moi j'enseigne le programme qui est en cours. Donc je suppose que c'est ce que font les journalistes, ce que font aussi les agents du système judiciaire. Moi, qu'on doit faire. Non, on est dans ce principe d'abord. Oui. Maintenant, autre chose, c'est-à-dire que quand les gens aussi prennent la parole, on sait qu'il y a des possibilités de dérive. Je pense que ceux qui sont chargés de juger, etc., normalement, ils en tiennent compte. Il y a des améliorations. Aujourd'hui, par exemple, si on met quelqu'un en garde à vue pour des dérives verbales, par exemple, on les juge de manière générale de façon très rapide et souvent ils sont libérés, ils n'ont pas des peines très lourdes. Donc ça c'est déjà un signe, un bon signe. Maintenant, oui, maintenant il y a parfois, par exemple, des informations qui sont très 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 sensibles. Quand quelqu'un qui est écouté, qui a une certaine renommée, qui est écouté, qui a une certaine respectabilité, notabilité dans son domaine, un journaliste très connu, etc., écouté, réputé, ou bien un chroniqueur très connu, réputé, quand par exemple il distille une information qui est avérée fausse, mais qui peut influencer aussi, qui peut donner une... Dans les pays démocratiques, on fait un démenti, on passe à autre chose. Oui, parce que les pays aussi, les pays sont différents. Par exemple, CNN a démenti, par exemple, les conséquences des frappes, par exemple, de l'armée américaine sur les installations nucléaires, mais cela n'a pas valu à ces journalistes. Est-ce que pourtant les gars CNN ont été convoqués à la justice? Oui, donc vous avez vu. Mais quand même, Alassane, à la décharge des nouvelles autorités, quand même, en tout cas, du point de vue de leur discours, il faut reconnaître qu'ils ne sont pas réfractaires. Donc, moi, je ne parle pas de discours, je parle de réalité des faits. Non, mais ils ne sont pas réfractaires à la liberté d'expression. Mais cela a pris du temps quand même. Cela a pris beaucoup de temps. Les faits réels, c'est qu'on a pris des influenceurs, des gens qu'on a mis en prison parce qu'on dit des choses. Je suis d'accord avec toi, Alsan. Non, mais je suis d'accord avec toi. Cela veut dire que donc, ils ont pris du temps
à matérialiser, à mettre en œuvre donc les réformes qu'ils avaient promis. Par exemple, la mise en place du juge des libertés, la suppression ou l'encadrement donc des dispositions articles 80 et 254. C'est vrai que ça commence à prendre du temps et qu'ils devraient, en tout cas, donc les prochains jours, travailler donc là-dessus pour que cette promesse-là soit respectée. Moi, je suis d'accord de ce point de vue-là. Oui. Exactement, exactement. Donc, je pense qu'il faut peut-être appeler vers ça. Et je crois que les gens sont en train aussi de le faire. Et c'est très important à chaque fois de rappeler que ces promesses-là sont importantes aussi. Mais de rappeler aussi à ceux qui prennent la parole aussi, parfois, de vérifier en général ce qu'ils disent. Et parfois, il y a des informations. Par exemple, quand on est une autorité, imaginez qu'on vous dise que vous avez, par exemple, attribué un marché à quelqu'un qui a été condamné récemment. Ça pose problème. Non, parfois les démentis, par exemple, les pays là aussi sont différents. Oui, mais quand même, moi je pense que ça ne valait pas la peine de convoquer le journaliste. Ça, hein? Bon, peut-être, moi je peux dire que, parce qu'il y a une plainte, etc., je peux dire convoquer, oui, on peut convoquer même, mais je veux dire que... Surtout de la part de la deuxième personnalité de l'État. Oui, parfois c'est très... Parfois aussi, parfois c'est important, parce que là, l'opinion, au moins, à l'information, parce que depuis qu'on l'a convoqué, au moins pour ne pas évoquer le dernier cas, bon, les gens ont discuté et après ils se sont dit, mais vraiment, est-ce que l'information elle est avérée? Par exemple, ça a eu ce mérite-là quand même, parce que les gens certains avaient cru quand même que l'information était avérée. Beaucoup avaient cru que l'information était avérée. Est-ce qu'un démenti pourrait, parce qu'en général... Mais quand même, ce n'est pas encore vidé, n'est-ce pas? Ce n'est pas encore vidé, donc on ne sait pas encore ce qu'il en est. Hein? Oui, mais je veux dire qu'au moins ceux qui avaient cru, parce qu'il y avait une majorité, comme beaucoup de personnes, si on en juge selon la perception, beaucoup de personnes quand même avaient cru à cette information-là, selon laquelle le marché a été attribué à X. Voilà, etc. Mais maintenant, au moins, on se dit au moins, non, ce n'est pas lui. Bon, mais on mais Alassane, avant de faire l'agriculture de précision et la paysannerie, quand même, l'État du Sénégal devrait trouver. Le temps est fini. Ah, ok, il n'y a pas de problème. Le temps est fini, je m'excuse. Merci infiniment à Amadou Sow, enseignant-chercheur à la FASTEC. Merci infiniment aussi à Amadou Aliou Diouk, statisticien, économiste, spécialiste en gouvernance du secteur public, ancien fonctionnaire de la Banque mondiale. À la technique, Serigne Saliou Dem et Charles Koulibaly à la vidéo. Bon dimanche à tous. Vous écoutez e-radio sur la 90.3 FM Dakar. rajo fa leen tolli di toppandi jàpp leen fukki waxtu ak benn di 11h05 la def ñu daal leen di dégtal ab jukkib xibaar dore ko rek ca Ndoukoumane Kaffrine